This is extortion. Extortion is my business. L'intouchable Emmanuel Macron a senti le vent tourner. L'équipe du mouvement En Marche, très attentive à l'image diffusée sur les réseaux sociaux, s'est rendu compte que les requêtes sur les moteurs de recherche montraient que les internautes s'intéressaient aux rumeurs autour d'une prétendue double vie de leur candidat. Brigitte partage ma vie du soir au matin et n'est pas rémunérée pour cela. Voilà comment Emmanuel Macron voulait chasser les rumeurs d'un revers de main tout en ironisant sur les déboires judiciaires de son adversaire de droite. Pourtant, malgré la tentative de persuasion d'Emmanuel Macron, de nombreux éléments entretiennent les bruits de couloir quant à une possible relation avec Mathieu Gallet, le PDG de Radio France. En premier lieu, l'attitude de la presse fait réfléchir. Pendant qu'elle s'évertue à agenouiller François Fillon, pas un mot sur les rumeurs autour d'Emmanuel Macron. Pire, Closer pratique même l'autocensure. Le 4 février, un article insignifiant intitulé « Un proche d'Emmanuel Macron travaille pour Mathieu Gallet » était publié sur le site web du magazine à scandale pour finalement être effacé vite fait bien fait. Autre détail étonnant, Emmanuel Macron porte 2 alliances, une à chaque main. L'ancien ministre de l'économie s'était défendu en expliquant que les 2 étaient pour la même femme. Pourtant, le détail rappelle l'avis d'un certain Richard Descoings, l'ancien patron de Sciences Po Paris. En effet, lui aussi porteur de 2 alliances, il expliquait qu'il était à la fois fidèle à son épouse Nadia Maric et à son compagnon Guillaume Pépi, le patron de la SNCF. Au-delà de ces affaires de mœurs, ce qui en soi ne pose que le problème de l'honnêteté envers les électeurs, des éléments financiers pourraient également embarrasser Emmanuel Macron si les médias du système s'y employaient. D'une part, 120 000 € du ministère de l'économie, soit 80% du budget de tout le ministère, auraient servi exclusivement aux frais de représentation de l'ancien banquier Rothschild, des frais qui auraient pu servir à poser les premiers jalons du mouvement En Marche. Ces activités au cours de la recapitalisation du Monde sont également discutables puisqu'il informait Alain Minc, ancien président du conseil de surveillance du journal, pendant les tractations, alors qu'Emmanuel Macron était censé œuvrer pour la Société des rédacteurs du Monde. Macron est également celui qui a rendu possible le rachat de SFR à Patrick Drahi, le magnat de la presse dont le banquier Bernard Mourad a rejoint les conseillers d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'économie a également une large part de responsabilité dans la vente d'Alstom à l'américain General Electric, tandis que son prédécesseur Arnaud Montebourg avait bloqué la décision par décret. La finalisation avait d'ailleurs été rendue possible grâce au travail opiniâtre de Thomas Cazenave, camarade d'Emmanuel Macron à l'ENA, également très ami avec le responsable communication de l'Élysée Gaspard Ganzer. C'est d'ailleurs ce dernier qui aurait été aperçu avec un journaliste du Canard enchaîné pour livrer des informations sur François Fillon, informations sans doute en provenance du ministère de l'économie, fournies par Thomas Cazenave, monté en grade après le vide laissé par Emmanuel Macron. Décidément, la politique est une grande famille, mais la presse ne s'immisce pas partout. Emmanuel Macron, qui s'érige en candidat hors système, cumule pourtant nombre de ses défauts. Entre les copinages, les casseroles et les arrangements, il ne lui manque décidément plus qu'un programme. Elle est passionnante, l'aventure Emmanuel Macron, qu'on soit d'accord ou non avec ses idées. Elle est passionnante parce que cet homme était inconnu des Français en 2014. C'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Pour lui, puisque mon candidat était Alain Juppé, et j'ai décidé de soutenir Emmanuel Macron face à François Fillon. Dans d'autres hypothèses, c'est autre chose. S'il est élu président de la République en 2017, ça sera un phénomène quasi révolutionnaire comme notre pays n'en a pas connu depuis, peut-être le surgissement d'Adolphe Thiers en 1840. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Ou plus éloquemment, Napoléon Bonaparte. Et que sont les qualités d'un banquier d'affaires? C'est que personne ne dit que le métier politique n'est pas décemment payé. Il faut appeler un chat un chat. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Je veux dire, aussi longtemps que le métier politique sera payé de manière très très faible, surtout avec le non-cumul des mandats, on sera face à des situations aussi compliquées que celle-là. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Le banquier d'affaires doit être intelligent,
souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Gigolo de service, Emmanuel Macron. Je t'ai toujours demandé une chose. Vous vous foutez de moi, là? François Patria et Jean-Pierre Sueur. Députés et sénateurs PS depuis 36 piges. Tout comme Jean-Claude Boulard et Gérard Collomb depuis une trentaine d'années. Renaud Dutreil. Député depuis 23 ans, mais aussi l'auteur et créateur du tristement célèbre, le RSI. Le juif Bernard Kouchner. Ministre et député depuis 25 balais. Mais c'est aussi le mec de l'affaire du trafic d'organes. La juive Corinne Lepage. Ministre et députée depuis plus de 20 ans. Nicole Crick. Députée sénatrice et ministre depuis 20 ans. Jean-Michel Pellet. Député et sénateur depuis presque 40 piges et PDG du groupe La Dépêche. On peut rajouter Jean-Paul Huchon, membre du PS, condamné par la justice pour prise illégale d'intérêt, promu à la Légion d'honneur, et père de l'autre binocle lors de l'anticomplotisme. DSK, pas la peine de tortiller du cul pour chier droit, pour décrire son palmarès. Alain Makovsky, le juif économiste pseudo-visionnaire, et conseilleur de promotion de patron depuis 35 piges. Quant à lui, pas la peine non plus de le présenter. Pierre Gattaz, la crapulée patron du MEDEF. Yves de Kerdrel, journaliste économique et politicard, et directeur général du groupe Valmonde et de la rédaction de Valeurs Actuelles. Passons au multimillionnaire, avec Alex Bompard. Multimillionnaire et patron de la Fnac et de Darty. Françoise Holder, fondatrice des boulangeries Paul. Le juif Claude Bébéard, créateur d'AXA. Et les milliardaires, tels que Xavier Niel, patron de Free, et la pétale sodomite, Pierre Berger, tous deux coproprios du Monde, de l'Obs, et de Rue 89. N'oublions pas les Vincent Bolloré, proprio de Canal+, C8, et Télé, et Bernard Arnault, proprio de Radio Classique, Le Parisien, et Les Échos. Notons aussi Marc Simoncini, fondateur de Mythique, et enfin, le boss des boss, le juif israélien, Patrick Drahi, patron de SFR, et proprio de Virgin Mobile, RMC, Bouffe-Mère de TV, L'Express, et Libération. Il avait ainsi accepté l'invitation de la Fondation France-Israël, présidée par la juive dégénérée anti-arabe, Nicole Gage, et le fils de son ancien boss, David de Rothschild. On va faire un tour d'horizon, afin de cibler tout ce petit gratin. Je sais pas comment. Je pas battre le corps. Non, mais rien. Comment ça va? Mais le pompon revient à la nouvelle porte-parole d'Emmanuel Macron, la pseudo-journaliste, la juive franco-israélienne, engagée en faveur de l'axe Washington-Tel Aviv, Laurence Haïm. Tout un gratin de parasites pro-Israël, et ce n'est pas fini. Ne perdons pas de vue sa réputation toute faite, et fondée sur que dalle,
comme étant un révolutionnaire anti-système. Marine Le Pen est attaquée sur le fait que son assistante parlementaire est payée par Bruxelles, mais c'est également le cas de l'assistante de M. Barrou. J'ai vu un papier là il y a pas très longtemps et c'est curieux, l'Europe n'a absolument pas bougé. Et vous savez que je vais à Bruxelles de temps en temps, c'est le cas à peu près de 40% des assistants de députés européens qui sont payés mais qui travaillent pour les deux. Mais ils ont choisi effectivement le bon moment, ils ont calculé le timing. On le voit bien avec la banque Natixis, on le voit bien sur Fillon. Hein. Il y a un timing. Il y a un timing, et le timing, d'ailleurs... il est loin d'être innocent. Je crois que M. Le Pen, Jean-Marie, a été mis en examen il y a une semaine. Ça va sortir juste avant le vote. Faut bien calculer les coûts. Vous l'avez dit, c'est une affaire de timing. Le système américain, Bruxelles, ne peut pas se permettre de laisser la France tomber dans le côté populiste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 4 ans, 5 ans même, dans ma revue de presse sur quotidien.com, j'avais rapporté une information comme quoi M. Trichet, à l'époque, gouverneur de la Banque centrale, avec M. Draghi, qui à l'époque était gouverneur de la Banque centrale d'Italie, si mes souvenirs sont bons. Mario Draghi. Mario Draghi, il y a 5-6 ans même. Donc, avait organisé à Rome une grande conférence, donc les banquiers qui organisent une grande conférence, déjà rien que ça, contre l'expansion du populisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc déjà, ils voyaient bien, eux, la montée du populisme. De quoi se mêle-t-il ? Exactement, mais de quoi se mêle-t-il ? Mais on voit bien, le système américain ne peut pas se permettre de perdre 500 millions d'esclaves que nous sommes, nous, en Europe. Nous sommes les esclaves des multinationales américaines. Le vrai pouvoir, il est dans les multinationales américaines. C'est pas pour rien que Google, que Amazon, que Starbucks a dit aux États-Unis, le patron de Starbucks dit, je vais faire travailler 10 000 migrants, syriens, machin, etc. Résultat des courses, plutôt que d'embaucher 10 000 jeunes Américains, étudiants, etc., qui peuvent bosser l'été ou se faire un peu d'argent pour payer leurs études. Résultat des courses, la perception de la marque s'était effondrée du jour au lendemain. Voilà, les mecs, ils ne réfléchissent même pas. Ils ont le mépris de leurs compatriotes, de leurs concitoyens, et ils ne pensent qu'à une seule chose, embaucher des esclaves au moindre prix, voilà, pour que leurs bénéfices soient les plus gros. C'est la seule manière dont on peut résumer ce système de multinationales américaines qui pilote aujourd'hui. On voit bien Trump, toutes les difficultés qu'il a à imposer tous ces changements. Il se bat contre un système interne, ce que les Américains appellent le shadow government, en fait. Exactement. Le shadow government étant composé des grandes sociétés pétrolières qui dictent ce qui se passe au Moyen-Orient, faut jamais l'oublier. Il y a un très bon un ancien agent de la CIA, Robert Baer, a très bien résumé tout ça dans ses différents livres. Vous avez les grandes multinationales de l'informatique et de l'Internet, et bien entendu, vous avez tous les grands patrons de banque, évidemment. Voilà. Et nous allons faire donc une pause après ces paroles fortes. Eh bien écoutez, une pause s'impose au Kremlin.